Elle s'appelait Naïma. Belle, jeune, l'allure fine et le regard perçant, elle portait sur son visage les traces d'une vie qui n'avait pas encore commencé à cicatriser. À 23 ans, son corps portait les stigmates de décisions prises trop tôt, trop vite, et trop souvent sous pression. Ce jour-là, pourtant, elle sentait que tout allait basculer. Son ventre, énorme, tendu comme une toile, refusait de se calmer. Elle était enceinte. Encore. Mais cette fois, quelque chose était différent. Naïma avait déjà vécu cette interruption de grossesse. Chaque fois, elle s'en était sortie parfois avec quelques crampes, d'autres fois avec une douleur sourde qui durait des jours. Elle avait bu des tisanes amères, avalé des pilules douteuses venues de mains clandestines, couché sur des lits d'acier froid dans des cliniques aux rideaux opaques et au visage sans nom. Mais cette 8e fois, rien ne fonctionnait. Son corps avait décidé de dire non. Les mois ont passé. Lentement. Le ventre s'est arrondi malgré ses cris, ses larmes, ses protestations. Une nuit, alors qu'elle fixait le plafond de sa chambre exiguë, Naïma murmura. « Descends. S'il te plaît. Descends. » Mais il n'est pas descendu. Il est resté. Et il a grandi. Puis vint le jour de l'accouchement. Naïma criait dans un taxi déglingué, recroquevillé sur la banquette arrière, tandis que le conducteur klaxonnait comme un fou pour se frayer un passage dans le chaos de la ville. La sueur ruisselait sur son front, trempait ses vêtements, collait ses cheveux à sa nuque. L'harmattan soufflait sec, chargé de poussière, mais en elle, c'était une tempête beaucoup plus grande qui faisait rage. « Tiens bon, ma sœur !» cria le chauffeur en accéléra. Naïma ne répondit pas. Son souffle était court, ses mains tremblaient, son corps entier semblait vouloir se fissurer sous la douleur. À l'hôpital, on l'a rapidement emmenée dans la salle d'accouchement. Les infirmières couraient, les médecins s'interpellaient. Les néons du plafond formaient une auréole d'éclairs blancs au-dessus de son regard embué. « Pousse !» cria le médecin. Elle poussa. Encore. Elle poussa de nouveau. Un cri. Un bébé sortit. Puis un second. Un troisième. Un quatrième. Le médecin cligna des yeux. Encore, murmura-t-il. Un 5e bébé arriva. Puis un 6e. Mon Dieu, souffla une infirmière. 7, 8. 9. Naïma hurlait, sa voix déchirant l'air comme un appel désespéré. 10, 11. Et puis, 12. 12 bébés. La salle d'accouchement n'était plus qu'un mélange de cris, de panique et d'incrédulité. Les pleurs des nouveau-nés fendaient l'air en vagues aiguës et désordonnées. Les bras des infirmières étaient pleins de petits corps rouges, frêles, vivants. Le docteur s'essuya le front, le regard incrédule. C'est 12. 12 enfants. Naïma, allongée, à bout de souffle, tourna la tête lentement. Ses yeux, grands comme la pleine lune, étaient vides d'expression. C'est un mensonge, murmura-t-elle. Comment une seule femme peut-elle porter 12 enfants? Mais ce n'était pas un mensonge. Ils étaient là. Tous les 12, enveloppés dans de petits draps blancs, rangés comme des petits pains sur une étagère invisible. Certains dormaient déjà. D'autres bâillaient. Des garçons. Des filles. Leurs cris se mélangeaient comme les instruments d'un orchestre sans chef. Ils bougeaient leurs mains, tendaient leurs jambes, cherchaient des seins, du lait, de la chaleur, de l'amour. Naïma, elle, restait figée. Ses lèvres tremblaient. Ses mains ne bougeaient pas. Elle n'avait ni sourire, ni larmes. Juste ce silence. Ce vide. Une infirmière s'approcha doucement. « Madame, qui devons-nous appeler pour signaler la naissance? Le père ?» Naïma détourna le regard et fixa le mur blanc face à elle. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Parce que comment appelle-t-on un père quand on ne sait même pas qui il est? Le docteur se racla la gorge, gêné. « Vous avez des proches ?» Pas de réponse. Autour d'elle, la pièce débordait de vie. Mais en elle, c'était le désert. Et tandis que les infirmières s'occupaient des bébés, que les médecins échangeaient des regards hébétés, Naïma revoyait les visages flous d'hommes dont elle ne se souvenait même plus des prénoms. Des rencontres faites dans l'euphorie de la nuit, dans la moiteur des chambres louées à l'heure, dans les silences coupables des bureaux d'université, des hôtels de luxe, ou des taxis arrêtés dans une ruelle sombre. 12 bébés. 12 pères inconnus. Et une seule femme, incapable de sentir de la joie, seulement une fatigue infinie. Lorsque Naïma rentra de l'hôpital quelques jours plus tard, son corps affaibli et ses cheveux défaits, elle s'assit sur le bord du lit, observa les 12 berceaux artisanaux alignés dans sa petite pièce et murmura. « Je ne peux pas faire ça. » Sa voix était aussi sèche que le papier jauni par le temps. « Je ne peux pas les garder. Non. J'ai besoin de retrouver ma vie. Je veux dormir. Je veux respirer. » Sandra, un bébé dans les bras, s'approcha. « Garde au moins un, s'il te plaît. » Mais Naïma secoua la tête. « Qu'est-ce qu'on va manger avec eux? Et les couches, le lait ?» Les jours suivants, elle dressa une liste. Une liste de noms, griffonnés sur une feuille froissée.
Les hommes dont elle se souvenait, ce qu'elle supposait, ce qu'elle inventait peut-être un peu. Elle plia le papier, le glissa dans son sac. Le matin suivant, elle choisit 2 bébés. Un garçon et une fille. Elle les habilla soigneusement, les enveloppa dans des châles. Puis elle prit un taxi, direction le marché central. Là vivait l'un des hommes qu'elle pensait être le père. Un grand homme sombre qu'elle avait connu un soir d'alcool et de danse. Elle frappa. L'homme ouvrit, surpris. Elle lui tendit les enfants. Ils sont à toi? Quoi? C'est une blague? Si tu veux, on peut faire un test ADN. Il les regarda, l'un éternua doucement. Mets-les à l'intérieur, dit-il finalement. Naïma les déposa sur le canapé et partit sans un mot. Le lendemain, un autre bébé. Elle alla voir un homme d'affaires qu'elle avait rencontré à l'université. Il refusa violemment, cria, ferma la porte. Elle laissa le bébé sur le pas de la porte. Chaque jour, elle refit ce geste. Un musicien pauvre qui éclata en larmes. Un portier d'hôtel qui la traita de folle. Un professeur qui prit l'enfant sans mot dire. Un autre qui appela la police. Certains la chassèrent avec des pierres. D'autres restèrent figés, les yeux dans le vide. Mais Naïma ne s'arrêtait pas. En une semaine, les 12 bébés disparurent, comme des colis déposés sans adresse de retour. Sa chambre redevint silencieuse. Pas de biberon, pas de pleurs, pas de couches. Naïma s'allongea sur son lit, étira les bras et murmura. Mon corps est libre. Elle pensait que l'histoire était finie. Naïma croyait avoir tourné la page. Les 12 enfants étaient partis. Sa chambre était redevenue calme, et son corps, libre. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle se convainquait qu'elle avait repris le contrôle de sa vie, qu'elle pouvait recommencer à vivre comme avant. Mais il y a des fantômes qu'on n'efface pas, surtout quand ils ont votre sang dans les veines. Les années passèrent. Autour d'elle, ses amis se mariaient, avaient des enfants. Certaines l'invitaient à des anniversaires d'enfants, à des baptêmes. Elle y allait parfois, souriante, habillée de ses plus beaux atours. Quand on lui demandait pourquoi elle n'avait pas encore d'enfants, elle riait. Je veux vivre d'abord ma meilleure vie. 2 ou 3 enfants, ce n'est rien après 12. Quand je serai prête, j'en ferai. Elle avait réussi à épouser un homme riche, chef Macan, un homme d'affaires connu, en tant que 3e épouse. Le mariage fut grandiose. Des fleurs, de la musique, des plats à profusion. On parlait d'elle dans tout le quartier. On l'enviait. Mais à l'intérieur de cette maison luxueuse, il y avait un silence qui prenait racine. 1 an. 2 ans. 3 ans. Aucun enfant. Les 2 autres femmes la regardaient avec mépris. La première disait « Peut-être qu'elle joue ». La seconde ajoutait « Peut-être que son utérus est juste, fatigué ». Chef Macan ne riait pas. Un soir, il la convoqua. « Allons voir un médecin ». Le cœur de Naïma faillit s'arrêter. Elle secoua la tête rapidement. « Non, je vais bien. Attendons. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. » Mais dans son cœur, elle savait. Elle savait ce qu'elle avait fait. Ce qu'elle avait détruit. Ce qu'elle avait donné sans jamais pouvoir reprendre. 5 ans. Toujours pas d'enfant. Un matin, Macan la fit appeler. Dans ses mains, une enveloppe brune. Elle la prit. Des papiers de divorce. Tu m'as apporté la beauté, mais pas de fruits. Je n'ai pas besoin d'une statue. Naïma partit sans un mot. Pas de musique cette fois. Pas de voiture luxueuse. Seulement une valise, une larme et un silence épais. Mais elle n'abandonna pas. Elle se disait. C'était juste une erreur. Je vais réessayer. Elle rencontra un politicien. Un homme charismatique, toujours en campagne, toujours souriant. Ils se marièrent. Un autre mariage fastueux. Mais encore une fois, pas d'enfant. 2 ans, 3 ans. Rien. Il finit par la quitter, calmement. J'ai besoin d'une compagne, pas d'une coquille vide. Puis vint le 3e homme. Un entrepreneur, plus doux, plus simple. Il la traitait comme une reine. L'appelait mon étoile du matin. Naïma, pour la première fois depuis longtemps, sentit la paix. Mais le même vide revint. Mois après mois, elle attendait un signe, un retard, un espoir. Rien. Les gens commencèrent à murmurer. Elle faisait semblant de ne pas entendre. Mais la nuit, elle restait éveillée. Elle regardait le plafond, murmurait des prières qu'elle ne croyait plus. Un matin, elle sentit quelque chose changer. Son corps était trop silencieux. Plus de cycles. Plus de sang. Plus d'attente. La ménopause était là. Sans tambour ni alerte. Un voleur silencieux venu voler la dernière graine. Son visage, jadis rayonnant, semblait fatigué. Son téléphone ne sonnait plus. Sa boîte mail était vide. Le monde avait avancé. Ses parents étaient morts. Elle ne les avait jamais visités sur leur tombe. Trop occupée, disait-elle. Mais aujourd'hui, le silence qu'ils avaient laissé était plus fort que 1000 prières.
Pour son 50e anniversaire, elle s'assit seule. Pas de mari. Pas d'enfant. Pas de gâteau. Seulement une date sur un calendrier. Elle murmura. J'étais mère. 1 fois. 12 fois. Elle se leva. Laisse-moi essayer. Peut-être que l'un d'eux se souvient de moi. Elle attacha son écharpe, prit son sac, et marcha vers le marché. La maison du premier homme était plus grande maintenant. Elle frappa. Il ouvrit. C'est moi, Naïma. Je suis venu voir les jumeaux. Son visage se durcit. Ils ne savent pas qui tu es. Ne reviens pas. Il claqua la porte. Elle se dirigea vers la maison du musicien. Il se gratta la tête. Ma sœur les a emmenés au Bénin. Je ne sais pas où ils sont. 3e maison. Le professeur devenu pasteur. Je l'ai confié à un orphelinat. Ne reviens plus. J'ai changé. Chaque porte était une claque. Chaque visage une condamnation. Elle s'assit sur une pierre, les yeux perdus. Puis un appel. Numéro inconnu. Naïma? C'est moi? Ton ancien professeur. Son cœur bondit. Celui que tu m'as laissé? Elle est encore là. Elle s'appelle Tenny. Elle ne sait pas qui elle est vraiment. Mais elle mérite de te connaître. Viens vite. Naïma ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle. Une petite flamme. Elle plia ses vêtements, prépara son sac. Elle dit au miroir. Peut-être qu'elle me pardonnera. Peut-être que j'aurai droit à une dernière chance. Mais sur la route, la pluie tomba. Le bus glissa. Un bruit sec. Des cris. Du verre. Du sang. Naïma n'atteignit jamais la ville. Elle n'entendit jamais la voix de Tenny. Elle partit comme elle avait vécu, seule. Et personne ne vint réclamer son corps. Seulement une étiquette dans son sac, Naïma. Mère. 1 fois. 12 fois. Et un silence, plus lourd que tous les cris qu'elle avait fuis.